Bonjour et bienvenue sur Univers Fantasy pour cette vidéo où l'on va discuter de l'épisode 6 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers. Une chose assez fascinante dans cet épisode, c'est qu'il y a une thématique assez criante, le choix. Quasiment tous les personnages, ou presque, sont présentés avec des choix importants qui vont déterminer soit leur propre destin, soit celui de la Terre du Milieu, soit les deux. Elendil doit choisir entre sa vie et la loyauté envers Myriel et envers sa foi. L'étranger doit choisir entre son destin à combattre Sauron et le sorcier sombre et sauver la vie de ses amis pieds-velus. Durin doit choisir entre son père et l'avenir de son peuple. Galadriel doit accepter ou doit choisir de faire confiance à Hadar ou non. Et au final, le seul qui n'a vraiment pas de choix, et la comparaison est assez frappante, c'est Celebrimbor. Parce qu'il est le seul qui n'est pas libre, parce qu'on le manipule, on lui ment, on lui montre des images qui ne sont pas vraies. Il est condamné à être la marionnette de Sauron jusqu'au bout. Et vraiment, j'ai trouvé que le contraste était assez fascinant de voir tous ces autres personnages qui sont libres de faire des choix, les bons ou les mauvais, et lui est bloqué et on l'empêche complètement de décider pour lui-même. C'est assez intéressant d'avoir un épisode qui se concentre autant sur une seule thématique. Et c'est évidemment l'épisode qui fait monter la tension au maximum. On nous prépare pour l'explosion, pour la bataille qui arrivera sans aucun doute dans les 2 prochains épisodes. Et c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié, parce qu'il y a plein de moments de personnages qui sont intéressants. Il y a aussi des éléments plus faibles, et on va y revenir. Comme toujours, je vais regarder l'épisode en m'attardant sur chaque groupe de personnages, et on va commencer avec l'étranger et les personnages qui sont à Rhûn, et l'étranger est toujours chez Tom Bombadil. Il a des visions de Nori et Poppy qui semblent être en danger, et Tom Bombadil parle de la flamme sacrée qui lui enverrait ces visions, et qui seraient des visions réalistes. L'étranger est assez préoccupé par la sécurité de Poppy et Nori pendant tout cet épisode, et continue à demander à Tom Bombadil des conseils, et surtout il veut apprendre à maîtriser ses pouvoirs, et Tom Bombadil continue à lui donner des conseils très peu précis. C'est Tom Bombadil, la précision c'est pas son truc, et on voit que l'étranger est de plus en plus perdu. Je continue à beaucoup apprécier ces 2 acteurs et à beaucoup apprécier ce qu'ils font en tant que performance. Je sais pas vraiment, j'ai l'impression qu'ils étirent un petit peu cette intrigue-là d'avoir l'étranger vraiment paumé. Toute la saison 1, il avait perdu la mémoire, il parlait pas, il était complètement paumé, mais entouré de personnages sympathiques. La saison 2, quand il parle, il discute avec Nori et Poppy, et maintenant avec Tom Bombadil, mais on continue il réagit juste, on lui dit des choses, et il a pas vraiment de... Je pense que cet épisode est là pour nous montrer qu'il va finir par prendre une décision. Comme je disais, le choix, c'est un peu la thématique de l'épisode, mais je trouve que ça a pris du temps pour ce personnage-là. Ils auraient pu le faire un peu plus tôt et nous le montrer un peu plus décisif. Il est vraiment passif, passe son temps à attendre qu'on lui dise un petit peu là où il doit aller, ce qu'il doit faire. Et ouais, je sais pas, j'ai beaucoup aimé les scènes entre lui et Tom Bombadil dans l'épisode d'avant. Et dans celui-là, j'étais un peu genre, ok, il faut qu'on avance. Faut que ça avance un petit peu. Mais je dois dire que j'étais très contente de voir Tom Bombadil dans son costume complet. Donc on a le chapeau, le manteau bleu, les bottes jaunes, qui est le look iconique. J'aurais bien aimé que les couleurs soient un peu plus flash, un peu plus colorées. On voit que évidemment le manteau est bleu et que les bottes sont jaunes, hein. C'est juste que évidemment le manteau était abîmé et poussiéreux, ce qui est une bonne chose, je sais, mais je voulais un peu plus de couleurs. C'est Tom Bombadil et ça doit être un peu plus coloré. Dans tous les cas, Tom Bombadil explique à l'étranger que tu peux pas contrôler la flamme, mais par contre, il devrait aller à la recherche de son bâton, et donc ils vont faire ça. Partir à la recherche du bâton, et ils arrivent devant une crevasse avec des bois morts partout. Tom Bombadil lui dit, bah voilà, tu peux aller trouver le bâton qui t'appartient, surtout tu trouveras ton bâton quand ton cœur sera décidé, quand ton cœur aura une destination unique, ce qui évidemment n'est pas le cas actuellement pour l'étranger, qui est partagé entre oh, il faut que je maîtrise mes pouvoirs, que je retrouve ma mémoire, que je comprenne ce qui se passe pour pouvoir accomplir mon destin, qui est de me battre contre Sauron et d'aider les peuples de la Terre du Milieu contre cette menace. Mais en même temps, il a envie d'aider ses amis Nori et Poppy qui sont en danger
actuellement, tout de suite, maintenant. Et quand il demande à Tom Bombadil s'il peut aller sauver les pieds velus et ensuite revenir chercher son bâton plus tard, Tom Bombadil explique qu'il ne peut pas, qu'il doit faire un choix maintenant, c'est l'un ou l'autre, c'est son destin ou la vie de ses amis. Et il y a une citation, Tom Bombadil continue à citer du Tolkien sur la majorité des phrases qu'il cite, et là il sort notamment une citation qui appartient à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, dans la fraternité de l'anneau, et je sais pas si j'aime cette citation à ce moment-là. Je crois que l'objectif de Tom Bombadil, c'est de la psychologie inversée, il essaye de... Je pense que le but, c'est que l'étranger aille sauver ses amis, et que sauver la Terre du Milieu, si... ça... Ouais, peut-être pas. Cette scène m'a laissé un peu douteuse, puisque Tom Bombadil cite donc un extrait de la Fraternité de l'Anneau, qui est dans le texte précis. On est dans la comté, Gandalf explique à quoi sert l'anneau, qu'est-ce que c'est l'anneau, il explique l'histoire de Gollum, etc. Dans le film, ça se passe dans la Moria, dans le bouquin, ça se passe dans la comté, et Frodo dit que Gollum méritait la mort. Et Gandalf répond « Mérite la mort ? Je suppose que oui. Nombreux sont ceux qui vivent et méritent la mort, et certains meurent qui méritent la vie. Pouvez-vous la leur donner ? Alors ne soyez pas si empressés d'infliger la mort en jugement, car même les plus sages ne peuvent percevoir toutes les fins. J'ai peu d'espoir que Gollum puisse être guéri avant sa mort, mais cela n'est pas exclu, et son sort est lié à celui de l'anneau. Mon cœur me dit qu'il lui reste encore un rôle à jouer, pour le meilleur ou pour le pire, avant la fin. Et quand la fin viendra, la pitié de Bilbo pourrait décider du destin d'un très grand nombre, à commencer par le vôtre. Quoi qu'il en soit, nous ne l'avons pas tué. Il est très vieux et très malheureux. Les elfes sylvains le gardent en prison, mais ils le traitent avec toute la bonté qu'ils peuvent trouver dans leur sage cœur. Je vous ai donné la citation en entière parce que je la trouve intéressante. Parce que dans la série, ils utilisent, comme dans le film d'ailleurs, ils utilisent que le début de la citation qui est « Nombreux sont ceux qui vivent et méritent la mort, et certains meurent qui méritent la vie, et vous ne pouvez pas la leur donner, en gros. » Et dans Le Seigneur des Anneaux, que ce soit le film ou les livres, c'est utilisé pour dire « Ne cherchez pas la mort de quelqu'un qui n'est pas mort. » Bilbo a décidé de ne pas tuer Gollum, et ne sous-estimez pas sa pitié et sa bonté à ce moment-là, vous ne connaissez pas le futur. Là, Tom Bombadil l'utilise dans l'autre sens. Il dit « Ah bah oui, peut-être que les pieds velus vont mourir, mais qui êtes-vous pour les sauver ?» Bah là, il est quelqu'un qui pourrait. C'est là où je trouve que cette citation est étrange à ce moment-là, c'est parce qu'elle n'a pas du tout le même sens que dans le texte d'origine. Je pense que c'est voulu. Je pense que là, l'étranger est censé dire « Non mais tu racontes n'importe quoi mec », c'est censé pousser, je pense, l'étranger à aller sauver ses amis. Parce que jamais Gandalf ou Tolkien ne dit « tu peux rien faire, tu laisses les choses arriver ». C'est « tu peux avoir un impact sur les choses qui t'entourent, mais après, ne souhaite pas la mort aux autres ». Et surtout, c'est pour ça que la fin de la citation est intéressante, il parle aussi du fait que les elfes traitent Gollum avec de la bonté, et au final, c'est quelqu'un de vieux et de malheureux. Il y a vraiment... Tolkien, je vais répéter ce mot, mais la bonté dans Tolkien est un élément important. Des personnages qui font preuve de gentillesse, de compassion, sont les personnages qui sont les héros de ces livres. Et là, la façon dont Tom Bombadil parle, et ce qu'il présente à l'étranger, ça ne fait pas preuve de gentillesse. C'est il faut s'occuper du grand problème et ignorer les hobbits qui vont mourir. C'est pas quelque chose... C'est-à-dire que Gandalf, il était prêt à voir Frodo, Sam, Pippin, Merry potentiellement se sacrifier pour aller essayer de sauver la Terre du Milieu en détruisant l'anneau. Mais pas sans rien faire, il les accompagne, il les aide. Et ouais, l'espèce de « non, laisse tomber », ça m'embête. Le fait qu'il cite cette phrase-là, potentiellement m'embête aussi un petit peu parce que du coup, jusque-là, Tom Bombadil, il citait du Tom Bombadil dans le texte. Parfait, j'adore, j'étais vraiment fan dans l'épisode où on l'a vu précédemment. Là, il cite du Gandalf. Ce qui, si on estime que l'étranger est Gandalf et que ensuite on va aller vers l'histoire du Seigneur des Anneaux, Gandalf ensuite recite du Tom Bombadil. Sauf que comme le contexte n'est pas le même, et que la phrase est en fait inversée, elle veut dire l'inverse. Encore une fois, parce que je pense que Tom Bombadil cherche à pousser l'étranger à faire l'inverse de ce qu'il lui dit. Mais du coup, c'est étrange de reprendre cette phrase. Bref, tout ça pour dire que l'étranger lui dit qu'il doit
se concentrer sur le plus grand problème, et pour sauver la Terre du Milieu et tous les peuples, plutôt que de se préoccuper de ses amis. En gros. C'est ça qu'il dit. Et ce qu'il avait dit avant d'être plus précis là, c'est aussi qu'il devait avoir une direction dans son cœur. Il peut pas aller dans plusieurs sens en même temps, il peut pas être tiré dans toutes les directions, et ça, c'est plutôt un meilleur conseil, je peux me permettre, et qui doit en effet commencer à prendre des décisions. Ça, j'aime bien, pas de problème. Bref, Tom Bombadil reste assez cryptique, de toute façon, c'est Tom Bombadil, et disparaît, juste après avoir donné tous ces conseils peu aidants. Et je me demande si c'est la dernière fois qu'on va voir Tom Bombadil. Ça pourrait, dans le sens où il a donné des indications à l'étranger, qu'elles soient aidantes ou pas, ça peut se débattre. Et puis, il pourrait avoir disparu complètement. Tom Bombadil n'est pas un personnage qui a un impact particulier sur l'histoire de la Terre du Milieu, il est juste là. Mais, pendant que l'étranger se débat avec des indications très peu claires, on a aussi les Forto et les Pieds Velus qui discutent, et Nori demande pourquoi est-ce que vous ne partez pas, pourquoi est-ce que vous n'allez pas ailleurs. Et elle a donc, parce que eux, ils ont l'habitude, elle dit que les Pieds Velus, ils changent de lieu, de vie, tous les mois. Et on lui explique donc que l'endroit où les Forto habitent ici, c'est un endroit qu'ils ont construit depuis des générations, qui ont vu des gens naître, des gens mourir, des gens se marier, et on a un assez joli plan sur le lieu de vie de ce groupe de Forto, avec évidemment les trous de Hobbit, qui sont pas encore des trous de Hobbit, mais voilà. Et on sent un petit peu la réflexion de Nori sur, en fait, avoir une maison, avoir un foyer, c'est pas juste avoir un lieu de vie. Et elle dit qu'elle devrait se rendre pour essayer de sauver leur lieu, justement, sauver leur maison, essayer aussi de sauver la vie de Poppy qu'on voit avec Merrimack à côté, en train d'enlever le venin d'un serpent. Elle fait ça de façon très relaxe. Moi, perso, je serais en flip. Mais ces deux qu'on avait évidemment teasé un petit peu, un petit bout de romance dans l'épisode d'avant, ont une petite discussion toute mignonne et ont un moment intime tous les deux. C'est très mignon, ils sont adorables, les deux acteurs vendent bien cette alchimie entre les deux. J'espère qu'aucun des deux ne va mourir. Ils n'ont pas le droit de tuer des hobbits, ok? Que ce soit les Forto, les Pieds Velus, ce que vous voulez, on ne tue pas les hobbits. La relation donc entre Poppy et Merrimack avance un petit peu, et c'est adorable. Mais surtout, Poppy et Nori ont une discussion où, encore une fois, elle dit mais peut-être qu'il faudrait que moi je me rende, et puis comme ça sauvera tout le monde. Mais Poppy lui rappelle que elle a pas cessé de dire que l'étranger était important, et qu'à force, elle a fini par le croire. C'est pas en se rendant que ça va aider quoi que ce soit, et qu'il vaut mieux se battre, et elles vont donc clairement se battre avec des sarbacanes, je pense. Et le venin de serpent, j'imagine que ils étaient en train de préparer des armes pour combattre les humains. Ce qui veut dire potentiellement que la semaine prochaine, donc dans les 2 prochains épisodes, non seulement on aura la grosse bataille des régions, dont on va parler dans quelques secondes, mais potentiellement aussi un conflit ici. Ils ont vraiment décidé que toutes les batailles, ce serait dans les 2 derniers épisodes. Donc, elles sont toujours pleines de cœur et de douceur, les Pieds Velus, donc ça fait plaisir à voir, surtout dans des épisodes aussi sombres et sérieux. Globalement, ce qui se passe à Rune, je trouve ça très sympathique. Je trouve que c'est un peu lent, j'ai l'impression qu'ils cherchent, quand ils veulent des moments plus légers, plus doux, au milieu de tout le reste, ils disent ok, là on va mettre une petite scène de Rune avec les Pieds Velus, ou même avec l'étranger et Bombadil dans les épisodes précédents, ce qui est très bien, mais du coup ça fait que cette intrigue-là, elle traîne un petit peu, elle avance très lentement. D'ailleurs les scènes avec elle, c'est, je sais pas, 5 minutes dans cet épisode qui dure 1 heure, un truc comme ça. De toute façon cet épisode-là est très... On voit beaucoup de personnages, mais t'as 2 gros bouts qui sont Numénor et les régions, et tout le reste c'est juste des petits moments de « Ah, rappelez-vous, ces personnages, ils en sont là dans cette intrigue-là ». On a aussi encore un petit peu le problème que j'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, qui est j'ai aucune idée du temps qui se passe. Là, à Rune, ça fait quoi? Ça fait 2 jours qu'elles sont séparées de l'étranger? Ça fait 3 semaines? Aucune idée. Aucune notion, je sais pas combien de temps l'étranger a passé avec Bombadil. Sans doute pas très longtemps, mais en même temps, si on estime que cette intrigue-là, elle suit la même temporalité, on va dire, que le reste de l'histoire, dans le reste de l'histoire, il s'est passé plusieurs mois. Minimum si on compte le temps de voyage. Il faut compter le temps de voyage. Tu peux pas faire Mordor et Région en 2 jours. C'est pas possible. Les distances existent. Du coup,
c'est pas un gros souci. Les scènes sont quand même plaisantes à regarder, je passe un bon moment. Même sur les scènes avec Tom Bombadil, j'ai pinaillé sur le texte et sur le fait que Bombadil ait donné des conseils étranges. Mais en même temps, Tom Bombadil qui donne des conseils étranges, c'est Tom Bombadil, quoi. C'est logique, c'est pas complètement hors de sa personnalité. Donc, ok. Donc en fait, oui, c'était pas... c'est évidemment, c'est jamais les moments où on est le plus sur le bord de son canapé en se demandant qu'est-ce qui va se passer quand il y a ces scènes-là. Mais elles sont plaisantes à regarder, j'apprécie. On passe ensuite à Numénor. Magnifique et belle Numénor. On a donc la suite de ce conflit qu'il y a eu dans l'épisode précédent, et Elendil est donc jugé face à Ar-Pharazôn, Kemen et Arianne. Et Ar-Pharazôn, de façon surprenante, décide que, puisque Elendil a servi l'île pendant si longtemps, il est prêt à le pardonner s'il renonce à ses crimes et à sa loyauté envers Myriel, et l'accepte lui comme le vrai roi de Numénor. Évidemment, Elendil refuse. Ce qui est intéressant parce que on voit qu'il a énormément de regrets par rapport à la mort de Valandil dans l'épisode précédent, à la façon dont cette situation s'est déroulée. Par contre, oui, il est toujours méga anti-Pharazôn et pro-Myriel, pro les fidèles. D'ailleurs, on voit que c'est ça le truc que fait Pharazôn, c'est que la société numénorienne est divisée entre les fidèles et les hommes du roi, et s'il veut pouvoir régner sans trop de conflits, il faut qu'il apaise les fidèles un petit peu. Donc ne pas condamner immédiatement Elendil à se faire décapiter, ça permet cela. Son conseiller lui suggère que si les fidèles veulent vivre par la loi des Valar, ils peuvent aussi mourir en suivant ses traditions, ou quelque chose comme ça, en lui montrant un vieux livre où on voit une créature des abysses qui pourrait juger si tu es coupable ou non, procès par la mer, j'imagine, et par Ulmo, j'imagine, le Valar des Seigneurs des Eaux. Ce qui est un peu surprenant de la part des fidèles, et des Valar d'ailleurs, c'est pas forcément... J'essaye de pas spoiler des choses de plus tard dans les livres. Les fidèles, même si on a l'impression que des gens qui seraient accrochés à des traditions plus anciennes, on aurait l'impression que ce seraient des gens qui seraient plus violents, plus tendance justement à balancer des gens dans l'eau avec des grosses créatures, mais au contraire, les fidèles étaient des gens plutôt sages et éveillés et bienveillants. C'est un petit peu surprenant, mais pourquoi pas. Et donc, ils vont appeler cette créature avec des cornes. J'aime beaucoup les costumes, les détails dans tous les éléments, les armes. C'est vraiment... Il y a vraiment un travail assez impressionnant. Des fois, j'ai l'impression qu'on le dit pas assez. J'ai l'impression qu'on sous-estime l'énorme travail. C'est une série télé. Hein, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'épisodes, mais on a quand même 8 heures. Donc là, on a 16 heures en tout entre la saison 1 et la saison 2 de télévision, avec des costumes, je trouve pas le mot, des props, des armes, des détails dans les casques, dans les machins. C'est une quantité de travail assez impressionnante qui d'habitude n'est donnée qu'à un film où t'as 2 ou 3 heures de contenu au final, d'histoire. Tu peux donner ce genre de détails et d'attention, mais si vous pensez à toutes les autres séries de fantasy qu'on a eues, jusqu'à Game of Thrones, jamais on avait autant de travail et autant de détails sur tous les éléments à ce point-là. Et même dans Game of Thrones, je trouve qu'il y avait peu... Parce que Game of Thrones, j'ai beaucoup d'appréciation. Vraiment, j'adore Game of Thrones, la série télé. Peu importe la fin, peu importe, on peut débattre à l'infini de ça, mais au final, il y avait un travail extraordinaire sur Game of Thrones. C'était vraiment génial. Et on n'aurait pas Rings of Power ou Wheel of Time, ou plein d'autres séries d'ailleurs, sans Game of Thrones. Je n'enlève absolument rien à tout ça. Je trouve que Rings of Power fait un travail fascinant sur les différents peuples et sur montrer la diversité culturelle en Terre du Milieu. Et vraiment, il y a une attention du détail assez fascinante. Voilà, je trouvais que rien que là, les cornes qu'ils utilisent sont magnifiques. Vraiment, et je fais beaucoup de screenshots quand je prépare ces vidéos. Il y a plein de trucs que j'aimerais mettre parce que j'adore les petits détails que je mets pas pour pas que la vidéo elle dure 4 heures. J'ai pas pu résister pour ça. Et donc ils appellent la créature des eaux. Et en attendant, Elendil est en prison et se fait visiter par sa fille. La relation entre Aerienne et Elendil est assez intéressante. Je trouve qu'on n'a pas assez de temps pour
vraiment qu'elle rentrait dans l'émotion. C'est-à-dire que la scène qu'on a là, puisque Aerion vient supplier son père d'accepter Ar-Pharazôn comme son roi, Elendil évidemment refuse. Et la scène qu'on a là, si on avait pu passer plus de temps avec ces personnages, je pense ça aurait pu être extrêmement émotionnel. Ça aurait pu être une scène qui nous fait pleurer et qui reste avec nous vraiment sur le côté émotionnel. On n'a pas passé beaucoup de temps avec eux, c'est-à-dire que dans la saison 1, il y avait quelques scènes entre Elendil et Arien où on voyait déjà leur séparation, et ensuite ils partent pour la Terre du Milieu et Arien reste en arrière. Et donc quand ils reviennent, et Arien et Furax, puisque Isildur est triste, elle fait son deuil évidemment, mais Isildur n'est pas revenu, il est considéré comme mort, et donc la séparation entre les deux est déjà consumée à 100%. Et donc on n'a pas pris le temps de les voir s'apprécier, on n'a pas pris le temps de voir Elendil quand il était encore son père réellement, on n'a pas pris le temps de la voir elle exprimer de l'amour ou de l'affection pour son père. Ce qui fait que on le voit, la scène est plutôt bien faite puisqu'on voit qu'Elendil est fou de joie qu'elle vienne vers lui, qu'elle le prenne dans ses bras, et ça fait sans doute très longtemps qu'ils n'ont pas eu de contact affectueux. Très probablement, sa fille lui manque énormément et que ça lui fait énormément de mal d'avoir cette séparation-là. C'est dommage que... Je viens de dire à l'instant que 16 heures de Rings of Power, c'était déjà impressionnant, mais en vrai, je pense que la série mériterait des saisons de 10 épisodes. Ça permettrait de construire un peu plus ces relations pour que quand ces moments super émotionnels arrivent, ils nous touchent un peu plus. Donc la scène est bien faite, mais comme on n'a pas vraiment... Moi, en tout cas, j'avais pas vraiment d'affection pour Aerion, en tout cas, ça fonctionne qu'à moitié. La discussion est assez intéressante puisqu'elle lui demande de mettre de côté sa fierté et d'accepter donc de jurer sa loyauté à Pharazôn. Et Elendil lui dit « Mais si tu crois que ça, c'est de la fierté, tu fais erreur, tu ne comprends pas et on ne se comprendra plus jamais puisque passe à côté complètement de mes principes et de ma foi et de tout ce qui fait que je prends les décisions que je prends, quitte à en mourir. » Là où je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a une discussion similaire avec Hadar et Galadriel, que l'on verra plus tard, où Hadar dit aussi à Galadriel « Là, c'est la fierté qui t'empêche de progresser et de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble. » Ici, et on va avoir deux réactions différentes, qui est que Elendil ici dit « Non, tu te trompes. » Il est sûr de lui. C'est-à-dire qu'il lui dit « C'est pas de la fierté. Je le sais que c'est pas de la fierté. C'est de la conviction, de la foi, c'est mon intelligence, ma logique et mes principes guident mes décisions. » Galadriel, et on va en discuter beaucoup, parce que j'ai plein de choses à débattre là-dessus, va faire l'inverse, et elle va accepter de mettre de côté sa soi-disant fierté, et les conclusions seront moins positives. Dans tous les cas, Elendil refuse donc, et sa fille savait que c'est sans doute ça qui allait se passer. En tout cas, elle dit que Pharazôn lui avait dit, et elle fait venir Myriel. La reine lui dit la même chose que sa fille. La reine lui dit, elle est plus reine à ce moment-là, mais Myriel lui dit, accepte, Pharazôn, tant pis, il faut y aller. Et Elendil lui parle de foi et lui dit que à la première menace, tu peux pas céder, sinon ta foi ne vaut rien. Et on a encore un moment assez joli entre les deux. Clairement, on sent que cette relation a dépassé le serviteur et sa reine, ou le soldat et sa reine. Beaucoup d'affection, potentiellement de la romance entre les deux, même si elle n'est jamais explicite. Ils ont encore une fois, une bonne alchimie entre les deux et un bon équilibre, je trouve. Ils se répondent bien, il y a des moments où c'est elle qui le tire en avant, là c'est plus lui qui lui dit non, il faut avoir confiance, il faut croire en ce qu'on va faire. C'est une belle relation, j'aime beaucoup les deux ensemble. Et on va donc mettre Elendil à ce procès de la mer, et au moment où il allait se jeter dans l'eau, Myriel dit non, il a fait ce qu'il a fait en mon nom, et je décide donc de participer, de faire ce procès à sa place. Et elle lui dit à lui que si elle doit les guider, si elle doit être la reine, et surtout si elle doit guider les fidèles, c'est à elle de faire cette démonstration de foi envers les Valar, etc. Et elle va donc aller dans l'eau. Pharazôn et compagnie sont très heureux de ce retournement de situation, puisque potentiellement ils vont réussir à se débarrasser de Myriel, qui est le plus grand risque pour le règne de Pharazôn, évidemment. Myriel va donc dans l'eau et se fait attraper par une créature géante avec des tentacules de partout, et elle plonge donc au fond de l'eau et fait face à la créature qui lui crie dessus et la repousse, la renvoie à la surface, ce qui signifierait
qu'elle est innocente et Elendil la déclare Tarmiriel, reine des mers, désignée par les Valar. Et donc on a officiellement Ar-Pharazôn et Tarmiriel, le préfixe qui font d'eux des royaux. On va donc avoir une potentielle continuation du conflit puisque Pharazôn estimait qu'il avait été déclaré légitime par l'aigle géant. Et là, il y a eu un nouveau signe, mais qui était cette fois-ci pour Myriel. Donc, peut-être que le peuple va décider. Vous devriez passer à une démocratie, cher ami numénorien. C'était des scènes plutôt intéressantes. Tout est basé sur la foi dans cette intrigue-là. Les personnages ont des bonnes relations. J'aime bien la Numénor. C'est marrant parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui regarde la série aussi, mais qui ne connaît pas du tout les livres, et qui me disait, je comprends pas, c'est pas inintéressant, mais je comprends pas vraiment ce que ça vient faire là, c'est pas lié, toute cette intrigue politique n'est pas liée avec ce qui se passe en Terre du Milieu, avec Sauron et compagnie. Et je me demande à quel point moi je suis en partie biaisée, parce que j'aime beaucoup ce qui se passe à Numénor, je trouve ça très intéressant, mais je suis potentiellement en partie biaisée parce que je sais où on va avec cette intrigue, et que la fin de cette intrigue est tellement fascinante, et je pense que les visuels vont être fous et qu'on aura des choses assez dingues qui vont se passer à Numénor. Et donc potentiellement mon envie d'arriver à cette conclusion surpasse mon analyse logique de la série. Je peux comprendre qu'on trouve ça un peu lent et un peu séparé de l'intrigue principale. Ce que je trouve qui manque, moi personnellement, c'est que si on avait voulu que la partie Numénor soit très politique, c'est une intrigue politique, c'est Succession, c'est à la Maison Blanche, c'est Game of Thrones, il aurait fallu plus de temps. C'est-à-dire que si tu veux vraiment des intrigues de couloirs dans les palais où t'as les conseillers qui vont chercher des influences et tout ça, t'as besoin de temps, t'as besoin de dialogue, t'as besoin de construire des personnages secondaires, t'as besoin de machin. Et encore une fois, si on avait 10 épisodes au lieu de 8, ou 13 au lieu de 8, on aurait eu le temps de construire une intrigue politique numénorienne agrippante, on va dire. Je trouve que là, avec le peu de temps qu'ils ont pour consacrer à Numénor, qui est important pour aller là où on va aller après, ils font ce qu'ils peuvent, et je trouve qu'ils réussissent pas trop mal. Je trouve que Pharazôn est sans doute le meilleur élément, parce que l'acteur est excellent. Il a ce côté, on voit le politicien, mais on voit aussi le mec un peu dingue à l'arrière. Mais je pense que si on avait voulu le côté ultra politique, bien poisseux, comme on a pu le voir dans plein d'autres séries, il faut juste passer plus de temps. Et là, ils ont trop de choses qui se passent à côté. Ils ont trop d'intrigues, en fait. Ils ont trop de personnages et trop d'intrigues pour le peu d'épisodes qu'ils ont. Du coup, je peux entendre qu'on puisse trouver ça un peu détaché et étrange. Mais moi, j'apprécie. Il y a une dernière scène à Numénor qui est fascinante, que j'adore vraiment beaucoup, parce que là, pour le coup, on se reconnecte à toute l'intrigue globale, qui est que Pharazôn va aller jeter un coup d'œil au Palantir. Intéressant, il n'a pas jeté le Palantir, il n'a pas détruit le Palantir. Rappelez-vous que c'est en partie le Palantir qui a fait chuter Myriel. C'est-à-dire, elle utilise le Palantir, un artefact elfique, blablabla. Pharazôn va regarder dans le Palantir. J'adore le visuel, on l'avait déjà vu dans la saison 1, mais le visuel avec les craquements à l'écran, là, oh, c'est sublime. Et c'est une belle façon de montrer ce qui se passe dans la tête des personnages. Pharazôn ne voit pas la chute de Numénor, comme avait pu le voir Myriel ou même Galadriel en saison 1. Il voit pas une vision un peu étrange, comme peut voir Elendil qui se voyait partir loin de la ville. À la place, il voit le feu et les volcans, et il voit aussi Halbrand. Parce que ça, c'est Halbrand, c'est pas Anatar, c'est pas Sauron full Sauron. Il voit le Halbrand qui était venu à Numénor en saison 1. J'ai essayé de me souvenir si Pharazôn et Halbrand avaient eu une interaction en saison 1. Vraiment, j'ai très envie de revoir la saison 1 ces derniers temps, de m'asseoir et de la revoir en entier. Ça fait un petit moment que j'ai pas revu les épisodes. Je crois pas qu'ils aient eu vraiment de discussion entre les deux. Ils ont dû se croiser quelques fois, mais ne pas spoiler. Pharazôn n'est pas particulièrement réjoui de cette vision. Je sais pas qu'est-ce qu'il interprète. Je sais pas s'il comprend que là c'est Sauron qu'il voit. Je sais pas s'il attache le volcan avec le Mordor, etc. Mais clairement, ça l'horrifie complètement. Il a l'air à la fois horrifié et furax, donc je suis curieuse de voir où ça va aller. J'ai quelques théories et c'est intéressant parce qu'en saison 1,
Myriel a été poussée à aller en Terre du Milieu, en partie par sa vision du Palantir et par les signes qu'elle a vus à l'extérieur qui lui semblaient lui dire qu'il fallait aller aider la Terre du Milieu. Et là, potentiellement, Pharazôn voit une vision de Sauron, de Halbrand et du Mordor, et je me demande si ça va lui aussi le pousser. C'est-à-dire qu'ils sont un peu tous, à chaque fois, ils retombent dans le même travers du on regarde ce qui se passe dans le Palantir, et ça nous horrifie tellement qu'on prend des décisions qui sont sans doute des décisions assez radicales, qui vont mener à certaines choses, peut-être. Là, je sais pas vraiment, c'est-à-dire que je sais qu'est-ce qui va se passer sur la fin de l'histoire de Numénor, mais Tolkien donne pas exactement les détails de ce qui a poussé tel personnage à faire telle chose, etc. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui va pousser Pharazôn à prendre les décisions qu'il va prendre ensuite. Mais c'est assez intéressant à voir, j'aime beaucoup cette scène, est très intrigante, très efficace. Il y a beaucoup de visions dans cette série, entre les visions données par les anneaux et les visions données par les Palantirs, et les visions qu'a l'étranger, qui lui sont données par la flamme sacrée. On a plein de visions, mais à chaque fois c'est très cool les visions, donc ça va, je prends tout ce que vous voulez en vision. Et c'est donc la fin de Numénor. Je sais pas vraiment vers quoi ça mène pour le final, donc il nous reste 2 épisodes qui sont donc les 2 épisodes finaux. Très clairement, la majorité de ces épisodes seront consacrés à la bataille et au siège de l'Eregion. Les Pieds-Velus vont se taper dessus avec les humains, probablement, un petit peu. Par contre, Numénor, je sais pas trop. C'est-à-dire que là, on est à un stade politique où Pharazôn et Myriel peuvent tous les deux demander le trône de Numénor. Ou en tout cas, tous les deux essayent de se l'approprier. Il appartient à Myriel, mais Pharazôn essaye de se l'approprier. Et là, il a perdu un petit peu son avance. Je me demande si on va voir Numénor dans les 2 prochains épisodes. Je suis assez curieuse. Pas forcément. Je sais pas trop où est-ce qu'on va, honnêtement, avec Numénor pour cette saison. C'est-à-dire, je sais où on va ultimement, mais je sais pas où on va dans cette saison. Mais c'était plutôt des moments plaisants dans cet épisode-là. On va ensuite à Khazad-dûm, qui est en train de se remplir d'or de partout. J'avais une remarque idiote sur cette scène. Donc, la première scène qu'on voit de Khazad-dûm, c'est des nains avec des seaux entiers, des pelles entières d'or et de bijoux et de coupes serties de diamants, etc. Et je me suis dit, ok, ils sont en train de creuser dans Khazad-dûm et ils récupèrent plein de métaux précieux, etc. Mais ils récupèrent pas des pièces déjà faites. Où est-ce qu'ils les récupèrent ? Je me suis dit, ok, ils ont peut-être fait le deal avec les autres nains pour que les autres nains aient les anneaux, et ça, c'est les bénéfices qu'ils récupèrent. Mais dans ce cas, pourquoi ils sont pas dans des coffres, dans des trucs ? Là, on a l'impression que là, c'est les trucs qu'ils récupèrent dans la mine, mais c'est déjà transformé en bijoux, en pierres précieuses, en pièces, en coupes, etc. Je trouvais ça étrange que les choses qu'ils transportent soient pas juste les pierres précieuses qu'ils ont pris dans les mines de Khazad-dûm. Détail potentiellement idiot et pas intéressant. L'essentiel, c'est de faire comprendre aux spectateurs que Durin III continue dans sa cupidité et dans son avarice à accumuler des richesses et de l'or, et évidemment toujours influencé par l'anneau qu'il porte. Il y a beaucoup de plans sur Durin III, sur son trône là dans cet épisode, qui est vraiment, c'est délicieux. L'acteur a l'air de s'amuser à jouer. Il est pas genre machiavélique et fou, mais il savoure l'inconsistance de son personnage qui parfois est très colérique, parfois est très manipulateur, parfois il bouge beaucoup parce qu'il est influencé par l'anneau, et l'acteur a l'air de déguster sa performance et ses dialogues. C'est très plaisant et j'adore tous ces plans sur Durin. C'est parfait. Je continue à trouver que tout ce qui se passe à Khazad-dûm est le meilleur de la série, toujours. En partie parce que Durin et Disa sont les meilleurs personnages. Il appelle son fils, qui vient le rejoindre, et ils sont rejoints par ce petit merdeux. Anatar dans cet épisode. J'ai vu quelqu'un le comparer les Anneaux de Pouvoir à Star Wars épisode 3 en disant que quand il regardait l'épisode 3, il avait envie de passer son temps à secouer Anakin en lui disant « Mais non, on le fait pas, va pas massacrer les Padawans qui n'ont rien fait. Non, on n'écoute pas Palpatine et compagnie. » Et il disait que regarder cette série, c'était un peu pareil, t'as envie de leur dire « Non, le fais pas, le fais pas, le fais pas. » Et là, Anatar qui vient tout
tout délicieux, tout là. Alors ça vous aide vachement hein, cet anneau, hein. C'est bien. Hein. Ah, oh les baffes. Mais excellent, j'adore et puis toutes les interactions entre Durin 4, le fils, et Anatar sont parfaites et excellentes parce que Durin 4 déteste Anatar. À la seconde où il l'a vu, il peut pas l'encadrer et j'adore ça. J'adore le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui peuvent résister à la manipulation et au charme de Sauron, quelle que soit sa forme. Il arrive toujours à se gratter un petit coin à côté de ton cœur, à côté de ton cerveau et il s'incruste. Et dans la série, on l'a vu manipuler Hadar, on l'a vu manipuler Galadriel, on l'a vu manipuler 2-3 personnes à Van Numenor le peu de temps qu'il y est resté. On l'a vu évidemment manipuler Celebrimbor. Et ils sont tous à voir, sauf Durin. Ça fait plaisir. Et je crois qu'il parle, il lui dit alors ça fonctionne bien pour vous l'anneau et je crois que Durin lui répond quelque chose comme non ça fonctionne pour quelqu'un. Et Anatar est venu demander du mithril. Il explique que l'Eregion est sur le point de se faire attaquer et d'ailleurs cette phrase là, l'Eregion est sur le point de se faire attaquer, on a besoin de mithril en gros pour finir les anneaux, aurait dû immédiatement, c'est-à-dire que de toute façon Durin 4 est déjà super suspicieux, mais n'importe qui d'autre, si à ce moment-là il n'était pas manipulé par un anneau, aurait dû se dire attends, un représentant des Valar vient nous voir et nous dit l'Eregion est attaquée par des orques. Il devrait y avoir un poil plus de panique et d'urgence dans ce dialogue. Le fait que Anatar est super relax, ça aurait dû être un signal d'alerte. Dans tous les cas, donc Anatar demande du mithril. Il propose différentes formes de paiement, du bois ou des choses plus précieuses, etc. Et Durin 3, à sa défense, refuse, face aux yeux très heureux de son fils, et lui dit « Non, désolé, plus de mithril pour vous ». Et les 10 secondes d'après m'ont fait tellement plaisir, et à la fois j'étais tellement furax, et oh. C'est pour ça que cette série, des fois, elle me fâche, des fois je trouve que ils n'arrivent pas à certaines choses, et ils n'ont pas le temps de faire d'autres trucs, et ils ont des faiblesses sur certains personnages, et on va en parler et tout ça. Mais le moment où Anatar tourne les yeux vers la torche enflammée et qu'on voit un Balrog, oh, tout va bien. Je suis très heureuse, mais tout va bien. Je suis à la fois très heureuse et très triste parce que c'est pas une bonne chose pour les personnages que j'apprécie. Mais c'est juste cette demi-seconde de micro-apparition d'un Balrog, juste la silhouette. Et alors on peut se demander, est-ce que c'est Sauron qui réveille le Balrog pour lui dire « Eh, viens les embêter ?» Est-ce que c'est juste, il voit que les nains se rapprochent du Balrog à force de creuser et ça l'amuse, clairement. Voilà, j'adore cette scène, tellement. Et c'est tellement un truc tout petit qu'ils n'ont pas forcément besoin de faire. On sait qu'Anatar et Sauron, on sait qu'il est maléfique, on sait... J'adore. J'ai adoré ce moment, tellement. Mais, sur le moment, Durin 4, fils, pense qu'il a gagné, pense qu'il a réussi à repousser Anatar. On lui a dit non, pas de mithril pour toi. Anatar dit très bien, il s'en va. Ce qui, pareil, aurait dû être un signal d'alerte, qu'il n'insiste pas plus, qu'il ne propose pas autre chose et tout ça. Durin, père, dit non mais t'en fais pas, ils vont revenir. S'il y a une guerre, une armée qui portera des armures en mithril serait quasiment instoppable, ce qui horrifie Durin fils. Parce qu'en effet, là on parle pas d'une guerre entre deux groupes de nains ou une guerre entre des elfes et des nains ou quelque chose comme ça. On parle d'une guerre entre les peuples libres de la Terre du Milieu, les elfes, les nains, les hommes, les hobbits, etc. Et Sauron ou Hadar, qui sont des représentants de l'obscurité, qui veulent assouvir la Terre du Milieu. En tout cas, c'est ce que veut Sauron. On ne sait pas vraiment ce que veut Hadar, mais Sauron se veut l'héritier de Morgoth et cherche à régner sur toute la Terre du Milieu, et pas de façon sympa, en gros. Du coup, l'idée que son père puisse dire « on vendra le mithril au plus haut franc », qui pourrait être Sauron, qui pourrait être Hadar, horrifie complètement son fils, qui lui demande d'enlever son anneau. Il dit une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « là, l'anneau ne t'appartient plus, c'est toi qui appartiens à l'anneau, tu es son esclave, en gros. » Et son père refuse, évidemment. Ils vont à fond dans les mêmes visuels et le même vocabulaire qui était utilisé dans Le Seigneur des Anneaux, film, livre,
autour de l'anneau unique. Ce qui me fâche pas particulièrement, parce que les anneaux de pouvoir, tous, ont évidemment un côté qui te corrompt et qui te manipule. Mais je me demande à quel point ils poussent un petit peu trop la similarité. Est-ce qu'ils auraient dû chercher une autre façon de le présenter? C'est vraiment... Puis là, pour le coup, il s'inspire beaucoup des films. Pareil, je suis partagée. Je me dis que ça peut être une façon simple et rapide de faire comprendre aux spectateurs qui ne sont pas des psychopathes comme moi qui regardent les films Le Seigneur des Anneaux une fois par an et qui connaissent ces films par cœur et qui lit les livres assez régulièrement aussi, etc. Et du coup, pour le spectateur un peu plus lambda, c'est une façon très rapide de comprendre l'influence de l'anneau. On sait, parce que les gens ont vu les films quand même, ce que ça signifie, le fait qu'il le regarde, la façon dont il le regarde, qu'il l'appelle précieux, qu'il arrête pas de dire « ça m'appartient, c'est à moi ». C'est le même vocabulaire qu'utilisait Bilbo, quand utilisait Frodo aussi un petit peu plus loin, Gollum aussi, etc. Je suis un peu partagée dans le sens où je trouve ça un peu facile, mais je peux comprendre. C'est pas grave, c'est un détail idiot. Durin 4 essaye. Je m'y attendais pas vraiment en fait. Il va attraper le bras de son père et essayer de lui enlever l'anneau physiquement, et son père le repousse en utilisant la force que lui donne l'anneau et l'envoie balader plus loin. Et encore une fois, chose auquel je ne m'attendais pas, il n'y a pas de conséquences pour ça. C'est-à-dire qu'il se fait pas emprisonner, il se fait pas taper dessus. On le voit rentrer chez lui juste après. Ce que j'ai trouvé... J'arrive pas à savoir si c'est... On va mettre ça sur le compte de l'anneau bousille tellement le cerveau de Durin 3 qu'il fait plus vraiment la distinction en ce qui est une attaque physique grave. Et c'est-à-dire que précédemment, on les avait vus s'engueuler sur des sujets sérieux, mais juste verbalement s'engueuler, et il lui avait enlevé son héritage, il lui avait enlevé son titre de prince, etc. Là, son fils l'attaque physiquement, plutôt sympathique, pas avec des armes, hein, ils sont juste à la main, mais il l'attaque physiquement et il n'y a pas de conséquences. Encore une fois, je pense que c'est censé être lié au fait que l'anneau vraiment lui fait perdre toute notion de la réalité et de la gravité des choses. Ou alors Durin est parti en courant juste après. Ce qui se passe ensuite, et c'est pour ça que je dis que ce qui s'est passé à Khazad-dûm dans cet épisode, c'est l'une de mes choses favorites, et c'est toujours mes scènes favorites, c'est que la conversation avec Anatar était succulente, et le micro-moment avec le Balrog était fou. Mais ensuite, t'as des conversations entre Durin et Disa. J'ai que de l'amour pour ce couple. Ce couple c'est l'un des meilleurs couples à la télévision, toutes séries confondues, que j'ai pu jamais voir. Honnêtement, ils sont excellents. Disa est furieuse parce que Durin n'entend rien et parce que tous les deux savent qu'il y a un risque énorme. Elle a entendu quelque chose dans les profondeurs de Khazad-dûm qui va potentiellement détruire Khazad-dûm. Donc il y a un énorme risque que Durin 3 ignore. Plus il se fait clairement manipuler par un anneau qui a été fait de façon douteuse par quelqu'un auquel ils ne font pas confiance. Donc il y a plein de risques de partout. Et donc Disa, très justement, est furax et commence à dire qu'il faut aller empêcher les mineurs de continuer à creuser, quitte à pousser Durin 3 à envoyer son armée. Et elle dit, si jamais il envoie l'armée attaquer son propre fils, peut-être qu'enfin, les autres nains de Khazad-dûm verront à quel point il ne contrôle plus son cerveau, il n'est plus maître de son esprit. Et Durin, derrière, a le cœur brisé, complètement, parce qu'il dit qu'il voit toujours son père. C'est-à-dire qu'il est loin, quand il le regarde dans les yeux, il voit bien qu'il y a l'anneau, en fait, au premier plan, mais que son père est toujours là, quelque part. Et ça lui brise le cœur d'imaginer créer ce conflit-là et potentiellement humilier son père. Et cette scène était extrêmement touchante. Les deux acteurs sont excellents, je l'ai déjà dit plein de fois, mais vraiment on ressent l'affection entre ces deux personnages comme aucun autre. C'est des personnages qui sont logiques et ils sont juste bien écrits en fait. C'est-à-dire que tu comprends, tu sais pourquoi Disa elle prend les décisions qu'elle prend, pourquoi elle est aussi en colère contre Durin. Tu comprends pourquoi Durin il a du mal à accepter, mais qu'il le fait quand même parce que il a vu aussi les conséquences, parce qu'on l'a vu dans saison 1 faire confiance à sa femme. On sait que ces deux personnages se font confiance et se croient, donc évidemment il sait quand Disa lui dit il y a quelque chose
catastrophique qui arrive, il n'a pas besoin de preuves, il la croit, et puis surtout, il a vu son père, il voit son père changer, donc il sait. Et les deux, on sent la douleur que représente ce conflit pour eux, et on comprend pourquoi ils le font quand même. On comprend pourquoi, à ce moment-là, Durin choisit son peuple, sa femme, Khazad-dûm, plutôt que son père. Et on comprend ce que lui coûte ce choix. Et ça, ouh, c'était bon, c'était bien écrit, c'était bien joué, c'était parfait. Ils le font, toute cette scène, ils le font devant l'arbre qui a été offert par Elrond. Et symboliquement, c'est assez réussi. Visuellement, c'est très joli aussi. Rien à dire, j'adore. Vraiment, rien à dire, j'ai adoré toutes ces scènes-là. Et l'intrigue de Khazad-dûm se conclut avec Narvi et les autres mineurs qui vont donc creuser. Ils continuent à creuser là où le roi leur demande de creuser, donc toujours plus loin, toujours plus profond. Et ils se font donc arrêter par Disa, qui chante quelque chose, c'est sa profession, elle est chanteuse. Je sais pas si c'est sa profession, mais en tout cas, elle chante professionnellement. Et elle appelle des chauves-souris, qui sont particulièrement grandes et blanches et très étranges. Bref, il y a des créatures qui s'en prennent aux mineurs, et donc les mineurs fuient immédiatement. Et Durin et Disa concluent donc que ils vont sans doute revenir, et ils seront plus nombreux, ils sont peut-être armés pour se débarrasser des chauves-souris si jamais Disa veut continuer à leur envoyer des chauves-souris dans la tronche. Et Durin dit on sera là pour les arrêter. On nous promet une scission chez les nains et un conflit chez les nains entre ceux qui vont continuer à suivre les ordres de Durin III et ceux qui vont être plutôt d'accord avec Durin IV et Disa. J'imagine que Durin et Disa ne vont pas être tout seuls. J'imagine qu'il y a d'autres nains qui vont les suivre. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est juste ces deux-là. J'ai adoré toutes les scènes à Khazad-dûm, comme toujours. C'est le meilleur moment de cette série, à chaque fois. Quoique les régions, cette saison, a brillé aussi par plein d'éléments, surtout les deux jeux des acteurs. Mais voilà. Parlant de les régions, on va pas tarder à y aller, mais il y a une mini-scène au début de l'épisode avec Arondir. J'ai eu l'impression, parce que d'habitude, ils répartissent un petit peu... voilà, dans cet épisode, on verra pas tel et tel personnage, et on les verra l'épisode d'après, etc. Mais clairement, Arondir sera là pour le siège de l'Eregion, pour la bataille qui aura lieu là-bas, dans le prochain épisode. Et ils avaient besoin d'une scène de transition pour te dire oui, il a voyagé entre les terres du sud, le Mordor et les régions, et aussi justifier comment est-ce que il a su que c'était les régions. Donc, clairement, là, il suit les traces de l'armée de Hadar, et ensuite, il va tomber donc sur une carte. J'étais surprise de ne pas voir Isildur, j'étais vraiment persuadée que Isildur allait accompagner Arondir. Clairement pas. Mais comme quoi, je peux pas tout prévoir. On voit Arondir avoir un combat très classe, très court, mais très classe, contre 3 orques. Mais je trouve que c'était un bon rappel de 3 orques lambda ne sont vraiment pas de taille face à un elfe sylvain aussi compétent qu'Arondir. Très bonne scène d'action pour commencer l'épisode. Et après s'être débarrassé de ces 3 orques, il tombe donc, comme je le disais, sur une carte qui le mène à l'Eregion, évidemment. Donc, encore une fois, on tease le fait que tout un tas de personnages vont se retrouver au même endroit pour les 2 épisodes finaux. C'était vraiment les 3 minutes d'Arondir, on a eu dans tout l'épisode. Vraiment, c'était pas un personnage central pour cet épisode, mais sa petite scène est très cool. Cela dit, on est tout à côté de l'Eregion, et à côté de l'Eregion, à la frontière de l'Eregion, on retrouve Hadar et son armée, mais surtout Galadriel qui est avec lui. Les deux sont en train d'échanger un repas et discutent. Hadar lui avait dit « L'ennemi de mon ennemi devrait être mon ami, on veut tous les deux se débarrasser de Sauron, discutons un petit peu. » Et il parle de l'influence de Sauron. Elle dit toi, tu t'es agenouillé devant lui, moi, je l'ai combattu, mais Hadar lui fait remarquer qu'il l'a laissé aussi rentrer dans son esprit et lui a promis des choses et elle l'a cru, comme à lui. Elle lui explique que Halbrand lui avait promis une armée et lui, on lui avait promis des enfants. Ils partagent ensemble cette souffrance qui a été la fin de la vision promise par Sauron. Je crois que Galadriel dit quelque chose comme après le monde lui semblait plus gris et plus terne une fois que Sauron
que la déception s'est évanouie. Hadar a un plan pour se débarrasser de Sauron, puisque Galadriel lui dit « Mais comment tu penses qu'on va pouvoir tuer Sauron complètement ? T'as déjà essayé, elle aussi. Plein de gens ont essayé, et Sauron a tendance à pas mourir. » Et il sort de son coffre une couronne, et la fameuse couronne qu'on l'a vu utiliser dans le tout premier épisode, quand il a poignardé Sauron avec, et on comprend, on le savait déjà, mais maintenant c'est explicité avec des mots, etc., que c'est la couronne de Morgoth ou de Melkor, si vous voulez, il s'appelle par les deux noms. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Galadriel, qui recule physiquement quand il s'approche avec la couronne. Elle dit c'est la couronne de Morgoth, et elle se repousse en arrière, comme si l'idée même d'être proche d'un objet qui a touché Morgoth était la pire chose de l'histoire, ce que ça est un petit peu. Et j'aime beaucoup cette réaction, parce que Galadriel, elle a fait partie des gens qui se sont battus contre Morgoth, et Sauron, elle veut le tuer, elle veut s'en débarrasser, et Hadar aussi. Morgoth à côté, Melkor, peu importe, c'est un autre débat. Il a fallu que des dieux s'en mêlent pour se débarrasser de Morgoth. Donc j'ai trouvé que c'était une réaction intéressante. Je vais revenir un tout petit peu sur la couronne. Cet épisode a encore une fois cité plein de choses qui se sont passées au Premier Âge. Notamment, Hadar ici et Anatar plus loin citent et parlent des Silmarils. Je sais pas à quel point c'est important de comprendre ce qu'étaient les Silmarils pour apprécier toutes ces discussions, mais au cas où. Les Silmarils, c'était des joyaux créés par Fëanor. C'est les plus beaux objets jamais créés de l'histoire. Point. Melkor, Morgoth, après avoir détruit les 2 arbres, ce qu'on a vu dans la saison 1, vole les Silmarils. Et il les met sur sa couronne. Fëanor va partir en guerre contre Morgoth pour récupérer ses Silmarils. Et aussi pour se venger de la mort de son père et de la destruction des arbres de Valinor et de tout le reste, mais principalement pour récupérer les Silmarils. Ce conflit-là a changé la Terre du Milieu, à jamais, à tous les niveaux. Physiquement, la carte a changé, parce qu'il y a une partie des territoires qui est sous l'eau maintenant. Les gens qui suivaient Fëanor, ses fils, ont tué tout un tas d'elfes pour essayer d'arriver le plus rapidement possible à Morgoth pour récupérer ses Silmarils, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Il est très difficile de sous-estimer l'importance des Silmarils dans l'histoire de l'imaginarium de Tolkien, que Anatar va essayer de faire plus tard en disant « Ouais, mais non, t'inquiète. À côté des anneaux, les Silmarils, c'est de la gnognotte. » Non. Ok, non. Du coup, oui, cette couronne qui a tenu les Silmarils, c'est un symbole assez monumental, et on comprend que le fait que Galadriel se recule physiquement de l'objet, j'ai trouvé que c'était un bon élément d'histoire. Les Silmarils ne sont plus là, à ce stade-là. Au 2e âge, il y a un des Silmarils qui a été volé par Beren et Luthien. C'est devenu une étoile, ce Silmaril-là. Les 2 autres ont été récupérés par des fils de Fëanor, mais ils avaient commis tellement d'atrocités qu'ils pouvaient même plus les tenir dans leurs mains. Et il y en a un qui a été jeté dans une crevasse et un autre au fond de la mer. Et du coup, on en a un dans l'eau, un dans l'air, un dans la terre. Chacun rejoint un élément. Les Silmarils n'ont plus d'influence directe sur le monde. Par contre, leur réputation, leur image et juste leurs souvenirs continuent à créer ce genre de réaction chez quelqu'un comme Galadriel. Et oui, la couronne de Morgoth, potentiellement... Hadar suggère que la couronne de Morgoth, plus le pouvoir des anneaux des elfes, en tout cas celui de Galadriel, pourrait potentiellement être suffisant pour tuer Sauron pour de vrai. Genre, définitivement tuer Sauron. Ce que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire. Galadriel hésite et ne veut pas, en tout cas au début, faire confiance à Hadar. Et c'est là où on retrouve le thème du choix et de la fierté que j'ai mentionné tout à l'heure en ce qui concernait Elendil, qui est Hadar lui dit « Est-ce que tu seras capable de mettre de côté ta fierté pour me faire confiance et pour qu'ensemble on puisse se séparer de Sauron ?»
Et la suite de cette scène... Jusque-là, la scène était intéressante, on avait évidemment du lore, je viens de passer 5 minutes à parler des Silmarils, etc. Et la discussion entre les deux était plutôt bien foutue, etc. Et là, on arrive à un stade où je trouve que, en soi, les réactions des personnages sont intéressantes, les choix qu'ils font sont intéressants. Je trouve que c'est mal amené. Puisque Galadriel va choisir ici de faire confiance à Hadar, va lui dire où est son anneau, qu'il a, Elrond, disant que Elrond arrive avec une armée et son anneau, et lui dit que Halbrand et Sauron, elle confirme, parce que Hadar avait était globalement quasi certain que c'était le cas, mais elle confirme que Halbrand et Sauron, qu'il est en train de manipuler Celebrimbor pour créer plus d'anneaux, qu'il est en Eregion, et que donc Elrond arrive avec une armée et un anneau. Elle lui donne toutes les informations, ce que voulait Hadar. Et on comprend après coup qu'il n'a pas l'intention d'aider les Régions. En tout cas, Galadriel comprend après coup qu'il n'a pas du tout l'intention d'aider les Régions, en partie parce que il lui dit « Ouais, mais Gil-galad est en train d'attaquer le Mordor en ce moment. » Parce que peu importe si on arrivait à être amis là tout de suite pour se débarrasser de Sauron, les elfes ne permettront jamais aux orques, aux Uruk, comme ils préfèrent, à vivre tranquillement au Mordor en paix. Donc en gros, là, lui, ce qu'il veut faire, c'est détruire les Régions, attraper Sauron, utiliser l'anneau de Galadriel qu'il compte récupérer en attaquant Elrond aussi, et détruire Sauron et détruire une partie du royaume des elfes pour empêcher que Gil-galad, en tout cas pour handicaper Gil-galad pour pas qu'il y ait des répercussions sur le Mordor. Et Galadriel est horrifiée quand elle comprend qu'elle vient en effet de lui donner tout un tas d'informations qu'il aurait sans doute mieux fait de garder pour elle, et qu'elle a eu tort de lui faire confiance. Là où je dis que c'est un peu bancal, c'est que c'est très rapide en fait, et que c'est pas extrêmement clair de pourquoi à ce moment-là elle fait confiance à Hadar. Hadar, elle était à 2 points de le tuer l'épisode précédent, mais la saison d'avant aussi, elle n'a pas vraiment de raison à ce stade-là de lui parler de l'anneau par exemple, de lui dire où est l'anneau et qui l'a. En tout cas de mon point de vue, elle aurait juste pu dire ok, pas de problème, on s'allie pour tuer Sauron, je vais aller récupérer mon anneau, tu me laisses tranquille et je vais aller récupérer mon anneau et on rediscute après. C'est assez mal amené, je trouve, ce changement de comportement de la part de Galadriel. Voilà ce que je comprends moi de Galadriel. Galadriel, saison 1, c'était une personne qui avait extrêmement confiance en elle. Avec raison. C'est une elfe âgée, qui est là depuis longtemps, qui s'est battue pendant des centaines et des centaines d'années pendant le premier âge, qui sait ce qu'elle fait, elle est très compétente, elle est très forte et elle est très intelligente. Et dans la saison 1, tout le monde lui dit qu'elle a tort de penser que Sauron est de retour, et elle est persuadée. Et comme elle a confiance en elle, et elle connaît pas de doute en saison 1, elle ignore tout le monde, y compris ses amis les plus proches, donc Elrond et son roi, Gil-galad, qui lui dit « Non, c'est bon, tout va bien, on est dans la période où il y a eu le plus de paix de toute l'histoire de la Terre du Milieu, relax ». Elle ignore tous ces gens-là, et elle continue à chercher très activement pour Sauron. Ce qui se passe en saison 1, c'est que elle a raison, mais elle voit pas Sauron qui est à côté d'elle pendant une bonne partie de cette intrigue-là, et elle se fait manipuler, et Sauron lui rentre dans le crâne, lui promet des choses, lui fait voir certaines images qu'elle aurait aimé voir, et elle se fait avoir. Elle a fait se rencontrer Sauron et Celebrimbor, qui c'est en partie de sa faute dans la série que cette rencontre a eu lieu, et qu'actuellement ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. Et je pense que ça a détruit sa confiance. Et donc la saison 2, on a une Galadriel qui essaye de retrouver la confiance qu'elle avait en saison 1, mais elle est remplie de doutes, et les gens autour d'elle, qui dans saison 1 voulaient la croire, qui voulaient la soutenir, etc., vu qu'elle s'est plantée avec Halbrand, ne lui font plus confiance. Donc Elrond, elle est en conflit ouvert avec Elrond, Gil-galad, il est pas fan non plus, elle se retrouve complètement isolée et remplie de doutes. Du coup, je crois que c'est là, on arrive à ce stade-là où elle se dit, ok, en saison 1, enfin, précédemment, je n'ai pas écouté les gens autour de moi, et elle a menti, ou en tout cas, elle n'a pas dit la vérité par rapport à Halbrand, à Elrond, à Gil-galad, à Celebrimbor, ce qui a causé les problèmes. Du coup, là, j'ai l'impression qu'on est censé comprendre qu'elle se dit, ok, je vais tenter une approche différente, je vais essayer de faire confiance. Je vais essayer de dire la vérité, de dire les choses. Du coup, en soi, la trajectoire est logique, mais je trouve que la façon dont elle a été écrite,
c'est vraiment abrupt et pas fluide. Et ça rend pas Galadriel particulièrement sympathique, ni en saison 1 ni en saison 2. Pas forcément qu'elle doit être sympathique, un personnage n'a pas besoin d'être sympathique pour être un bon personnage. Anatar est pas un personnage sympathique, et il n'empêche que c'est l'un des meilleurs personnages en saison 2. Mais on a l'impression que ses choix et ses décisions sont complètement illogiques. Pourquoi diable est-ce qu'elle n'a pas dit à Celebrimbor que Halbrand était Sauron à la seconde où elle l'a compris? Pourquoi elle l'a pas dit à Elrond à la seconde où elle l'a compris? Il n'y a aucune logique selon moi, hormis il faut ça pour que l'intrigue elle fasse ce qu'on veut qu'elle fasse. Et du coup, c'est un des trucs que j'aime le moins dans la fiction en général, quand on te force, quand on prend quelque chose de complètement illogique, mais il faut pour que l'intrigue elle aille dans la direction où on veut. C'est vraiment, je trouve, une faiblesse scénaristique. Donc le fait qu'elle parle pas à ce moment-là au personnage qu'il y a autour d'elle n'a aucun sens. Et même si je peux rationaliser et mettre une logique sur sa réaction là, maintenant, face à Adar, parce que tout le reste était un peu forcé, et on essaye de faire forcer ce personnage dans une forme qui lui convient pas, et dans une intrigue qui ne fonctionne pas bien. C'est dommage pour ce personnage, parce que je trouve qu'au final, ce personnage est un peu le personnage central de la série, même s'il y a beaucoup de personnages, et que c'est pas forcément... tous les épisodes sont pas centrés sur Galadriel, surtout en saison 2, je trouve qu'on passe moins de temps avec elle, mais ça reste un des personnages centraux, et c'est probablement le moins intéressant. En partie parce qu'elle a très peu de gens autour d'elle, c'est-à-dire qu'en saison 1, on voyait qu'elle avait une amitié intéressante avec Elrond, mais elle passe très peu de temps avec Elrond. Ensuite, elle est avec Halbrand, mais très vite, le public comprenait que Halbrand, il était un peu louche, et même Galadriel comprenait qu'il était louche. On aurait presque aimé qu'elle traîne plus longtemps, soit avec Myriel, soit avec Elendil, parce que quand elle était en saison 1 à Númenor, il y avait des relations intéressantes, mais comme elle est souvent toute seule à prendre des décisions qui sont pas forcément logiques, quand elle est avec les autres elfes, elle est toujours en conflit. Ce personnage, il manque de logique, il manque de sympathie, même si je viens de dire que c'était pas nécessaire, mais moi j'aurais aimé avoir de la sympathie pour elle. Et ça en fait un des personnages les moins intéressants à suivre, alors qu'elle est centrale à l'histoire. Et c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est la plus grosse faiblesse en termes de scénario, c'est la façon dont ils ont traité Galadriel. Et je sais pas comment ils auraient pu faire pour la traiter mieux, je suis pas scénariste professionnel, mais il y avait sans doute une façon d'amener l'histoire là où il voulait l'amener, sans que ce soit au détriment de ce personnage. Parce que là, elle paraît idiote un petit peu. D'avoir dit où était l'anneau, ça semble idiot. Encore une fois, je pense que c'est... Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de montrer que elle essaye de changer, elle essaye de s'adapter, d'apprendre de ses erreurs et tout ça. Sauf que c'est mal mené. Soit on n'a pas passé assez de temps avec elle pour l'expliquer bien, et surtout, même quand on est avec elle, elle est souvent toute seule. Elle n'a pas de personne de confiance autour d'elle avec qui elle peut discuter pour qu'on comprenne mieux ses choix. Galadriel, c'est l'élément le plus faible de la série. Et ça me fait du mal de le dire parce que j'ai envie de l'apprécier, je trouve que l'actrice est pas mauvaise, je trouve qu'il y a des moments vraiment cool avec elle, mais il faut pas se voiler la face, c'est l'élément qui fonctionne le moins bien. Soyez pas fâchés. je l'aime bien, j'ai envie de l'apprécier, et je pense qu'une fois que tous les elfes seront sur la même longueur d'onde, potentiellement, une fois que Galadriel sera juste en accord avec Elrond, avec Gil-galad et tout ça, potentiellement ça deviendra plus logique, plus intéressant à regarder. Là, c'est juste un peu simplifié, un peu illogique et un peu dommage. Ok, retournons à l'histoire. L'histoire reste intéressante. C'est-à-dire que je trouve que ce personnage m'embête, il fonctionne pas trop, mais l'histoire est évidemment intéressante. Du coup, Galadriel est un peu horrifiée de comprendre qu'elle s'est fait avoir, hein. Et elle lui dit, mais de toute façon, tu pourras pas battre Sauron, ou même les Régions, puisque là, elle a compris qu'il compte s'attaquer à les Régions, avec juste un bataillon, et Adar lui révèle qu'il a amené une armée complète pour s'en prendre à les Régions et récupérer Sauron, ce qui fait comprendre, et là, ça c'est logique par contre, à ce moment-là, Galadriel comprend que c'est ça que Sauron veut. Et évidemment que c'est ça que Sauron veut. Je l'avais mentionné dans l'épisode précédent quand je disais c'est pas logique que Gil-galad dise on peut pas combattre Sauron et Adar parce que Sauron il a pas d'armée actuellement. Je me répète parce que c'est important. Sauron n'a pas d'armée. Il y a une armée d'orques face de l'Eregion. Évidemment que Sauron compte récupérer cette armée. Évidemment. Et Adar se fait jouer comme de la lutte, comme disait Galadriel en début de saison, et se fait avoir. Là, tous, y compris Galadriel, y compris Adar, évidemment Celebrimbor, se font avoir par Sauron.
Elle a beau prévenir Hadar que c'est ça qu'il veut, Hadar l'ignore, et sonne la corne qui commence l'attaque du siège de l'Eregion, qui j'imagine va couvrir les 2 prochains épisodes. Le dernier bout, qui est le dernier gros élément évidemment de cet épisode, c'est tout ce qui se passe en Eregion, donc on revient un tout petit peu en arrière puisque l'attaque se passe juste après les scènes qu'on va discuter là tout de suite. Et en Eregion, on continue à voir notre pauvre Celebrimbor qui continue à perdre ses esprits lentement, il galère à créer les anneaux des hommes, il a l'air de perdre la boule honnêtement, et Myrdania et les autres forgerons sont un petit peu horrifiés et préoccupés. Notamment, il précise qu'il n'y a plus de Mithril, c'est ce qui va donc pousser la scène qu'on a vue à Khazad-dûm avec Anatar qui va demander du Mithril aux nains. Et on a une toute petite scène où Celebrimbor oublie le prénom de Myrdania, il le retrouve un petit peu plus loin, et on comprend en fait, ou en tout cas on est censé comprendre, ou en tout cas moi j'interprète, comme toutes les manipulations et les choses que Anatar met dans la tête de Celebrimbor commencent à prendre place face à son esprit et au prénom et à sa mémoire et tout ça. Clairement, il perd l'esprit. Et on le voit d'ailleurs, il devient de plus en plus... Il a de la graisse partout sur le visage, il est complètement décoiffé, etc. Il perd peu à peu pied. C'est assez triste et intéressant à voir en même temps. Anatar débarque et demande aux forgerons d'aller prendre une pause pour qu'ils puissent se reposer un petit peu. Anatar a changé de costume. C'est-à-dire on sent qu'il a plus besoin vraiment de paraître angélique dans une grande robe blanche. Il peut juste s'habiller comme il veut. J'aime beaucoup son costume. Le costume est très classe. Noir, doré, avec les écailles sur le côté. Je visualise pas forcément les personnages quand je lis les livres. Je sais qu'il y a des gens qui ont des images très claires. Moi, c'est pas vraiment la façon dont fonctionne mon cerveau. Mais si j'avais dû imaginer un costume pour le Sauron, pour le Anatar du 2e âge, je pense que quelque chose comme ça aurait été approprié, aurait bien fonctionné. Vraiment, ce costume, il est magnifique. Et je sais que j'ai passé l'épisode précédent à dire « pauvre Celebrimbor », mais pauvre Celebrimbor, on voit son désespoir, sa fatigue. Il a l'air faible et triste, profondément triste. Il se souvient à ce moment-là du prénom de Myrdania et il se demande pourquoi il l'avait oublié. Clairement, c'est quelqu'un avec qui il a beaucoup bossé, etc. Il a l'air mal en point, mais il continue à dire à Anatar exactement ce que Anatar voulait qu'il dise avant, puisque maintenant, il lui a tellement retourné le cerveau que maintenant, Celebrimbor dit à Anatar des choses qu'Anatar lui disait avant, qui est plus rien ne compte que de créer les 9 anneaux des hommes. Il doit terminer son œuvre. C'est important, c'est plus important que là, aller par exemple parler aux soldats qui veulent lui parler à l'entrée des portes de la forge. Et tout est triste avec Celebrimbor dans cet épisode, parce qu'on sent que c'est la fin et que c'est un homme qui est déjà au fond du gouffre, et là, il est juste en train de creuser ce qu'il y a au fond d'un gouffre pour s'enfoncer un petit peu plus, et le pauvre, c'est juste tragique. Le destin de Celebrimbor est profondément tragique. On a donc une scène où Anatar sort sur la place centrale, j'imagine, de l'Eregion, et on a enfin une vue sur la statue qu'il y a au milieu de cette place, qui est une statue de Fëanor, donc le fameux Fëanor qui a créé les Silmarils, dont j'ai parlé pendant 10 minutes tout à l'heure, qui était considéré comme le plus intelligent, le plus habile de tous les Noldor, et évidemment un immense forgeron, et qui est donc le grand-père de Celebrimbor. Évidemment, donc on a une statue de lui qui tient ce qui, j'imagine, est censé représenter un Silmaril. J'ai trouvé ça surprenant. Je me demande si les Noldor, les elfes et les Noldor en particulier, ont des statues de Fëanor. Je sais pas si c'est dans les textes ou pas, mais Fëanor, certes, c'est l'un des plus grands elfes de l'histoire, en termes de talent, d'intelligence, d'habileté, etc., qui a créé ce qui est considéré comme la plus grandiose des œuvres de tous les temps, mais c'était aussi un homme extrêmement orgueilleux, extrêmement arrogant, extrêmement violent. Il a massacré d'autres elfes juste parce qu'il l'empêchait d'avancer vers Melkor. Et il a abandonné une partie de sa famille et une partie de son peuple parce qu'ils avançaient pas assez vite. Enfin, pas un mec bien. Fëanor, il était tellement intense qu'il est mort assez vite une fois qu'il est parti à la recherche de Morgoth. Il arrive en Terre du Milieu et il s'est fait tuer quasi immédiatement par des Balrogs. De façon tragique et compréhensible, hein. Il arrive, il s'est fait attaquer par plusieurs Balrogs en même temps.
peu de chances de survivre. Mais au moment de sa mort, déjà, il a dit à ses enfants de tenir leur serment. Le serment de Fëanor, c'est la cause de tous les malheurs du premier âge, globalement. Et le mec, il était tellement à fond que son corps s'est consumé dans un nuage de fumée au moment de sa mort. Parce qu'il était juste trop intense. Du coup, je sais pas si tu mets des statues d'un mec qui était certes génial, mais aussi un psychopathe. Peut-être. Honnêtement, peut-être. J'étais contente qu'on puisse voir cette statue de proche, j'ai trouvé ça assez amusant, et ça me permet de blablater sur Fëanor pendant 100 ans. Anatar donc prend le contrôle de l'Eregion, en fait, au nom de Celebrimbor. Il dit que Celebrimbor est pris par son travail et que maintenant il va gérer les affaires de l'Eregion, ce qui n'est pas exactement ce que lui a dit Celebrimbor, mais bon. Et il se fait donc amener par des soldats auprès du cadavre d'un elfe qui a été envoyé parce qu'il n'y a plus de communication, clairement, il y a quelque chose qui se passe, les marchands n'ont plus accès, il n'y a plus personne qui vient dans les régions, en gros. Et donc ils ont envoyé des soldats pour inspecter ce qui se passe, pour voir s'il y avait un pont qui avait été détruit ou quelque chose comme ça, et il y a un seul soldat qui a été renvoyé, et il était dans cet état-là. Désolé pour les gens qui n'ont que l'audio, et pour les gens qui ont la vidéo, désolé pour le visuel, on va pas rester dessus très longtemps. Mais donc il y a un corps avec des gravures dessus. Anatar dit aller l'enterrer et semble un petit peu surpris. En tout cas, il prétend être un peu choqué. Il prétend, hein. Et il parle un petit peu avec Myrdinia en lui disant... Il lui fait croire que Celebrimbor a viré tous les forgerons, globalement. Et elle est choquée et elle est triste. Anatar continue à la manipuler comme il l'avait fait dans les épisodes précédents, en lui disant « Non, mais tu comprends, il n'est pas lui-même actuellement, il doit juste terminer les anneaux et ensuite tout ira mieux. » Il la tient par la main, il la touche un petit peu au niveau du bras, hein, et il continue cette espèce de relation très étrange qu'il a avec Myrddania, qui est entre la séduction et la manipulation. Et encore une fois, pour Myrddania, elle est aussi un peu entre les deux, elle a l'air un peu dégoûtée, mais clairement séduite, en tout cas manipulée. Elle est d'accord avec lui, elle le croit, tout ça, mais elle a fait toujours une tête, un peu, quand elle le voit lui prendre la main, elle le regarde un peu étrangement. Donc clairement, si ses paroles fonctionnent, l'aspect je te touche les cheveux, je te touche la main, le bras et tout ça, la rassure pas énormément, et c'est toujours un peu creepy, ces scènes-là, je dois dire. Et on a ensuite une scène de Anatar qui marche à travers la région et qui va regarder par une tour, avec son petit sourire satisfait. Il nous le fait beaucoup dans tout l'épisode il l'avait aussi quand il quitte Khazad-dûm mais qu'il avance avec le petit sourire de « ça y est, mes plans tombent enfin en place et tout se passe comme je l'avais prévu », puisque je pense que tout se passe exactement comme il l'avait prévu, parce que Galadriel a raison. C'est là où Galadriel et le personnage de Galadriel aurait pu, s'il avait été écrit de façon un poil plus subtile et un peu plus logique, aurait été intéressant, parce qu'elle a raison. Elle avait raison en saison 1, Sauron était toujours là, et elle a raison maintenant, qui est que tout ça, c'est de la manipulation, c'est ce que veut Sauron. C'est juste que la façon dont elle interagit avec les autres, elle fonctionne pas. Bref, on va pas revenir sur Galadriel. On revient là où on en était donc avec Adar, qui est l'attaque commence, ils sonnent leurs cornes, ils approchent avec leurs catapultes, les soldats sonnent l'alarme, Anatar regarde la catastrophe qui est sur le point de se passer, et il fait quelque chose que je suis pas certaine d'avoir compris. Je pense qu'on aura une confirmation dans l'épisode suivant. On le voit se couper la main. Ça ne revient plus après. On le voit pas. Je pensais que ça allait revenir, je pensais qu'il allait utiliser le sang qu'il avait, soit pour manipuler Celebrimbor, pour lui dire « Ah, il se passe quelque chose » ou un truc comme ça, ou Myrddania ou quelqu'un d'autre. Mais pas du tout. On le voit clairement, il y a un plan sur sa main, il est en train de se couper la main, et ensuite ça ne revient plus du tout. Il y a quelque chose d'autre qui n'a pas d'explication un peu plus tard, et on va en reparler, mais en tout cas c'est très étrange. Celebrimbor, qui était en train donc de travailler sur les anneaux, entend quand même le bruit autour de lui, et veut aller regarder à la fenêtre voir ce qui se passe, et se fait empêcher par Anatar, qui lui demande alors comment ça se passe, vous en êtes où? L'air pas du tout suspicieux, au point d'ailleurs où Celebrimbor lui gueule un peu dessus en lui disant « mais foutez-moi la paix », et qu'il en a un peu marre de se faire dire quoi faire, et il pousse même Anatar contre un mur, et descend les escaliers furieux pour aller à l'extérieur, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui prouve, au cas où c'était pas clair, que Celebrimbor se soucie de son peuple, se soucie de l'Eregion, il n'est pas du genre à laisser faire
et à n'en avoir rien à faire de la vie de son peuple. C'est pas une mauvaise personne, Celebrimbor, c'est profondément une bonne personne qui veut aider les gens autour de lui. C'est un elfe plutôt sage et intelligent, qui se fait juste manipuler la tronche. Et en parlant de manipuler la tronche, putain d'Anatar, qui fait de la magie, et quand Celebrimbor met les pieds dehors, déjà on est en plein jour, mais ce qui te prouve aussi que Celebrimbor a tellement le cerveau retourné dans tous les sens à ce stade-là, que le fait de passer de la nuit, clairement, au plein jour ne le dérange même plus. Et donc il voit, et autour de lui, tout se passe bien, les enfants jouent, les femmes chantent et cousent, et tout a l'air d'être une magnifique perfection. Un poil exagéré, Anatar, si tu veux mon avis. Et Anatar vient parler beaucoup plus paisiblement, il ajuste un petit peu son discours pour apaiser Celebrimbor, et il vient avec plusieurs choses dans ses mains, et on comprend que Celebrimbor, même si de temps en temps il repousse Anatar, il se fait ravoir tellement rapidement dès qu'Anatar lui parle plus paisiblement et lui parle de... Là, il lui dit que c'est bientôt fini, qu'il comprend que Celebrimbor il souffre et qu'il soit fatigué, mais qu'ils y sont presque. Il lui parle de son héritage, de l'héritage de Fëanor, de l'importance des anneaux, etc. Et ça fonctionne tellement bien. Et il va lui donner, parce que Celebrimbor lui dit de toute façon, je peux pas faire les anneaux, on n'a pas de mithril. Et Anatar va lui donner une fiole avec du mithril, en lui disant que c'est du mithril parfait, raffiné, miné par Narvi lui-même. Et c'est là où je vais revenir à la scène avec la dague et Anatar qui se coupe la main, qui est que Durin a refusé de lui donner du mithril. On l'a vu, il a refusé. Alors, il peut y avoir plusieurs options. Peut-être que Anatar a volé du mithril, ce serait pas un truc qu'il est pas capable de faire, hein. Donc peut-être, soit, et c'est ma théorie actuelle, c'est pas du mithril. C'est-à-dire que là, actuellement, on est dans une vision complètement créée par Anatar, donc rien ne l'empêcherait de lui donner une fiole avec autre chose dedans, et de faire voir à Celebrimbor du mithril. Donc ma théorie, c'est que il a mis du sang à lui dans la fiole pour que Celebrimbor utilise son sang pour le mettre dans les anneaux des hommes. Je sais pas pourquoi, mais c'est la seule justification que j'ai à ces deux scènes qui, actuellement, n'ont pas de sens. On a une scène où on voit Anatar se couper la main, et puis aucune suite à ça, et on voit une scène où il donne du mithril à Celebrimbor, alors qu'on sait qu'actuellement, il ne devrait pas avoir de mithril sur lui. Encore une fois, peut-être qu'il l'a volé et c'est réellement du mithril et c'est moi qui délire. Mais je trouvais ça intéressant. Et ils vont discuter de Fëanor ensemble, un petit peu, notamment Anatar qui va dire « Quand on écrira l'histoire de cet âge, les Silmarils mériteront à peine plus qu'un murmure. » Ce qui est un poil poussé. Les Silmarils, il y en a un, c'est une étoile. Tu veux pas, ce sera jamais un murmure, les Silmarils, ok? Je comprends la manipulation. Et oui, les anneaux vont transformer le monde aussi, et sont parmi les créations les plus importantes de toute l'histoire de la Terre du Milieu, mais abuse pas, Anatar. Il continue, et le truc c'est marrant parce qu'il arrête pas de dire tu vas surpasser Fëanor, etc. Mais en même temps, il lui donne le marteau de Fëanor qui était dans le bureau de Celebrimbor. Je trouve ça intéressant, c'est ah oui, vas-y, tu peux surpasser Fëanor, mais utilise quand même les outils. C'est-à-dire que en vrai, personne ne pourra surpasser Fëanor, et Celebrimbor va faire quelque chose, il a déjà fait quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel, mais l'ombre de Fëanor, tellement énorme. Elle est tout le temps sur son pauvre petit-fils. Et le fait qu'Anatar l'utilise en boucle, c'est salaud de sa part, mais évidemment ça fonctionne. Et Celebrimbor, donc avec le marteau en main et le mithril peut-être, retourne dans sa forge pour aller continuer à travailler sur les anneaux des hommes. Et on voit Anatar dans cette saison, il est bon. C'est-à-dire que Halbrand était un personnage curieux, j'étais pas forcément la plus grande fan de Halbrand, mais même si je pouvais le trouver intéressant, mais un peu comme je disais tout à l'heure sur le fait que Galadriel était peut-être le personnage le moins réussi de la série en général pour l'instant. Comme dans la saison 1, les deux étaient ensemble, ça allait un petit peu ensemble. Saison 2, Anatar, il est tout en haut du classement, il fonctionne tellement bien, toute sa manipulation fonctionne tellement bien. L'acteur, il s'amuse comme un petit fou à avoir l'air à la fois tout doux et tout gentil avec Celebrimbor, et puis ensuite il tourne et il devient méchant, maléfique, Sauron quoi. Cette scène était superbe, le tourner autour de d'Anatar, et on passe du jour à la nuit, et de la joie, les petits oiseaux, les enfants qui y jouent, à l'horreur de la guerre,
aux gens qui hurlent et qui paniquent. J'ai trouvé ça extraordinaire et on le voit remonter sur les murailles et ouvrir les bras en grand. Et j'ai vu Bear McCreary, le compositeur, parler du fait que là, à ce moment-là, Anatar se comporte un peu comme un chef d'orchestre. Et donc il a composé la musique en fonction, et apparemment on entend des instruments s'accorder à ce moment-là, au fur et à mesure qu'il lève les bras. Et j'ai adoré cette image du chef d'orchestre, parce que c'est ça qui se passe en saison 2. Anatar réunit tous ses instruments et il les fait venir à lui, un par un, en les manipulant, en leur racontant des histoires, machin. Et là, à ce moment-là, tous ces instruments sont enfin réunis devant lui, il a son armée, il a Galadriel et Elrond qui lui amènent des anneaux, il a Celebrimbor, il a tous les éléments qu'il veut, et il peut enfin ouvrir les bras et commencer à conduire son orchestre. Superbe image, excellent moment, j'aime beaucoup, et l'attaque commence. L'Eregion se fait donc bombarder avec des catapultes, et le deuxième âge, qui jusque-là était la période où il y a eu le plus de paix et de prospérité en Terre du Milieu, est désormais en guerre. Et c'est la fin de l'épisode. Autant dire que c'était un épisode plutôt intéressant. Évidemment, je l'ai dit que j'avais quelques problèmes, notamment avec les scènes autour de Galadriel et un petit peu Tom Bombadil, même si je suis partagée. En vrai, sur les deux scènes en question, je suis partagée parce que je comprends, je crois comprendre. Tom Bombadil, je suis pas certaine. Galadriel, globalement, je suis à peu près certaine de mon analyse. Tom Bombadil, je sais pas vraiment ce qu'ils font. Mais si mon analyse est correcte, je comprends ce qu'ils essayent de faire. C'est juste que je trouve qu'ils y vont un peu avec des gros sabots et que c'est pas forcément le plus logique ou le plus subtil, ce qui est un petit peu dommage. Mais sinon, globalement, vraiment, c'est... Ma conclusion sur cet épisode, c'est un petit peu ce que je disais en introduction, qui est... Cet épisode servait à faire monter la pression au maximum pour nous mener sur le gros conflit qu'on va avoir sur les 2 derniers épisodes. Conflit qu'on aura Arun et en Eregion, et je sais pas vraiment ce qui va se passer à Numénor. Peut-être qu'on verra pas Numénor sur les 2 derniers, ou très peu. On verra bien, j'imagine. Mais au final, c'était un épisode intéressant. On a hâte maintenant, ils ont fait monter tellement la pression pendant toute la saison que là, on a hâte que ça explose, même si ça va être sans doute très triste et horrifique, mais c'est comme ça que fonctionnent les histoires, on a hâte de le voir et de voir la conclusion de cette saison. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt sur Univers Fantasy. Bye!